France Inter. Bonjour Fabienne Synthèse. Bonjour Marie, bonjour à tous et soyez les bienvenus. Nous sommes à Jérusalem pour une édition spéciale du 18-20. 10 jours après l'attaque du Hamas sur des civils israéliens, 10 jours après une attaque qui change tout le visage d'Israël et des territoires palestiniens. Probablement aussi, sommes-nous à quelques heures, peut-être quelques jours à peine d'une offensive de l'armée israélienne sur Gaza. On parle de tout cela dans le détail dans un instant. Et bonsoir Kevin Dufraîche. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Un hommage à la une ce soir, celui des élèves, des enseignants, des personnels de l'éducation nationale à Dominique Bernard. 3 jours après l'attentat qui a coûté la vie à ce professeur de français d'Arras, une minute de silence à 14h dans toute la France. Nous serons dans un lycée de Lyon. Toujours pas de trêve humanitaire à Gaza où les Palestiniens manquent de tout. Les ONG craignent une catastrophe humanitaire alors qu'1 million d'habitants ont été déplacés. Nous serons à la frontière également entre Israël et le Liban où des villages israéliens sont évacués. Dans ce journal aussi, le début du procès de l'affaire des assistants parlementaires Modem, François Bayrou à la barre et le nouvel album de The Streets, plus de 10 ans après le dernier. France Inter. Et dans ce 18-20 spécial qui suivra juste après, nous sommes dans un pays, Israël, à bout de chagrin et à bout de nerfs. C'est ce que vous allez traverser avec nous ce soir depuis Jérusalem où nous sommes installés. Ce sont aussi des territoires palestiniens tout autant anxieux et en colère que vous allez parcourir avec nous. D'une heure à l'autre, c'est entre ces deux colères que nous allons tenter de naviguer avec nos invités, avec les reporters de France Inter. Deux colères qui ne se comprennent pas du tout, qui se rejettent une faute qu'ils vont chercher très loin dans leurs histoires respectives. Vous entendrez tout. Nous serons en Israël dans la première heure, nous serons dans les territoires palestiniens dans la deuxième heure. À tout à l'heure, Kevin, en direct de Jérusalem. À tout à l'heure. Et d'abord, dans la cour centrale de la cité scolaire Gambetta d'Arras, comme dans tous les collèges et lycées de France, le temps s'est figé cet après-midi. Durant une minute de silence pour penser et rendre hommage à Dominique Bernard, ce professeur de français assassiné vendredi dans son établissement par un ancien élève radicalisé. À 14h, recueillement donc partout en France, comme ici à Lyon, lycée Édouard Herriot, où par ailleurs Samuel Paty a été élève. Le reportage de Mathilde Imberti. Je propose d'observer une minute de silence en l'honneur de Samuel Paty et de Dominique Bernard, assassinés par des terroristes islamistes. Minute de silence dans la cour, pas si grande du lycée Édouard Herriot où 4 classes sont réunies, une pour chaque niveau de la seconde à la classe prépa. Le discours du proviseur est retransmis dans tout l'établissement. Depuis ce matin, 7h30, on se recueille. Notre collègue d'abord, Ingrid Nissilour, est professeure d'histoire. 8h, 9h, c'était plombé par le silence. Je crois qu'on était sidérés en fait, vraiment. Et ensuite, on a souhaité vraiment de 9h à 10h échanger. Donc là, on est allé dans une salle et sur plusieurs volets, mais on avait besoin effectivement de partager. En classe, dans la seconde de Salomé, Émilie et Agnès, l'heure de français s'est transformée en temps de parole. On pouvait pas forcément parler avec notre famille ou quoi. Et on a vu ça sur les réseaux, on n'en a pas parlé et du coup, c'est bon, on va parler. Histoire d'extérioriser quoi. Elle nous a dit qu'il y aura des mesures, qu'il y aura plus de sécurité. Moi, ça m'a choqué. Il s'est introduit dans le lycée. C'est qu'il peut le faire ici aussi, qu'il peut tuer un de nos professeurs et tout. Même nous aussi, qu'on était émus. Il y en a qui pleuraient et tout. Accrochez-vous, savoir, ne lâchez rien face à l'obscurantisme, dit le proviseur aux élèves qu'il croise. Les enseignants sont à l'unisson. Jean Maézo enseigne l'économie-gestion. C'est de continuer toujours et encore. Et surtout par les temps qui courent. Oui. Non, on ne baisse pas les bras. Absolument pas. Non, pas du tout. Au contraire. Ouais. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter. Et on apprend ce soir que les obsèques de Dominique Bernard auront lieu jeudi dans la cathédrale d'Arras en présence d'Emmanuel Macron. Ce soir, un nouvel hommage avait lieu en centre-ville ainsi que dans son village Berneville. Cet hommage à Dominique Bernard se tenait donc aussi, on l'a entendu, 3 ans jour pour jour après la mort de Samuel Paty. Jamais la République ne pliera face au terrorisme, a déclaré Elisabeth Borne au collège du Bois-d'Aune de Conflans-Sainte-Honorine où enseignait le professeur d'histoire-géographie, lui aussi tué par un terroriste islamiste. Cela peut-il vraiment changer la donne alors que les Palestiniens craignent l'intervention militaire israélienne terrestre dans la bande de Gaza? Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit ce soir à minuit, heure de Paris, pour tenter d'adopter une position sur le conflit au Proche-Orient. La Russie de Vladimir Poutine, qui discute avec tous les acteurs de la région ces dernières heures, compte déposer une résolution appelant à un cessez-le-feu et un accès humanitaire sans entrave à l'enclave palestinienne assiégée.
Pas de trêve, a déjà répondu Israël. Selon le dirigeant de l'Organisation mondiale de la santé dans la région, il ne reste que 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant à Gaza, ce qui fait craindre, dit-il, une vraie catastrophe humanitaire. Si les convois bloqués aux portes de Rafah, au sud de l'enclave, ne peuvent pas entrer, c'est aussi ce que dit Léo Kahn, il est coordinateur de Médecins sans frontières dans les territoires palestiniens. Nous, on trouve cela totalement inacceptable de ne pas laisser rentrer les biens de première nécessité. Les conditions de travail sont extrêmement compliquées. On a donné la dernière donation des médicaments qu'on avait, nous, sur place dans le stock d'MSF. Elle a été totalement terminée aujourd'hui. On l'a donnée à l'hôpital de Shifa, qui est l'un des plus grands hôpitaux de la bande de Gaza. On commence à manquer de sédatifs pour les opérations. Il y a beaucoup de patients qui, du coup, souffrent bien plus qu'ils ne le devraient en temps normal. Et vous, à MSF, vous avez des convois d'aide qui attendent à la frontière avec l'Égypte ? Non, nous, évidemment, dès que la frontière ouvrira, on enverra de l'aide. On a déjà fait les commandes, c'est en train d'arriver. On espère que la frontière de Rafah ouvrira le plus vite possible, celle de Rafah ou une autre, parce que je rappelle qu'il y a d'autres ouvertures sur la bande de Gaza. Il y a aussi une ouverture du côté israélien qui pourrait tout à fait aussi être ouverte. Léo Kahn de Médecins sans frontières au téléphone de Camille Magnard, et ce point de passage de Rafah a été visé ce soir, on vient de l'apprendre, par une frappe israélienne. Au nord d'Israël, aussi à la frontière avec le Liban, la situation est très tendue entre l'armée israélienne et les combattants du Hezbollah, pro-iraniens, alliés des terroristes du Hamas. Des milliers d'habitants sont en train d'être évacués. Et Omar Ouaman, vous êtes à Shlomi, un de ces villages sur la frontière en cours d'évacuation, d'où vous entendez clairement des tirs d'artillerie. Oui, la situation est effectivement, Kevin, extrêmement tendue ici, le long de cette frontière libanaise. Vous entendez, voilà, ce sont des tirs d'artillerie. C'est l'armée israélienne qui a frappé il y a quelques minutes le territoire libanais en réponse. En représailles à des obus tirés par le Hezbollah sur Israël. Les premières positions de la milice chiite libanaise se trouvent à quelques centaines de mètres de là, de l'autre côté de ce mur qui serpente sur la montagne qui sépare le Liban d'Israël. Nous sommes à Shlomi. Shlomi, petit village qui fait partie des 28 localités israéliennes situées à moins de 2 km de la frontière et donc concernées par ce plan d'évacuation décidé par l'armée israélienne. Ce sont près de 100 000 habitants qui ont commencé à être évacués vers le centre d'Israël où ils sont logés dans des hôtels pris en charge par le gouvernement israélien. Cette évacuation a été décidée en raison des hostilités qui ont repris entre l'État hébreu et le Hezbollah. Les échanges de tirs sont quotidiens depuis l'attaque sanglante du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre dernier. Et ici, évidemment, Kevin, on se prépare à l'ouverture d'un deuxième front et à une guerre totale contre le puissant mouvement chiite libanais. Omar Ouaman avec Laurent Macchietti pour les moyens techniques. Merci à tous les deux. Envoyés spéciaux de France Inter dans le nord d'Israël ce soir. Et je vous rappelle que juste après ce journal, le 18-20 de France Inter est en édition spéciale en direct de Jérusalem avec Fabienne Sintès. Le conflit au Proche-Orient qui suscite de nombreuses réactions, nombreux messages sur les réseaux sociaux, trop souvent pour le pire. Et le parquet de Nice a ouvert aujourd'hui une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme à l'encontre de Youssef Attal, après que le joueur de l'OGC Nice a partagé ce week-end sur Instagram une vidéo appelant, je cite, « un jour noir pour les Juifs ». Il s'est excusé dans la foulée. Pendant ce temps, l'Ukraine aussi vit toujours au rythme de la guerre. Selon Kiev, la Russie a lancé la nuit dernière de nouvelles attaques de drones et tenté des frappes aériennes, pour la plupart interceptées. L'Ukraine qui a reçu il y a quelques mois 49 canons César de fabrication française. Alors Emmanuel Macron avait demandé à augmenter la cadence de production pour que la France ne manque pas elle-même de ces canons. Le chef de l'État parlant même alors d'économie de guerre. Et cet après-midi, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a visité l'un des sites de production de ces canons à Roanne dans la Loire. Christophe Vincent. Sur les 49 canons César fournis à l'Ukraine, 18 proviennent de Roanne. Pour reconstituer le parc français, l'usine KNDS a triplé sa production en augmentant les cadences. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Il fallait 30 mois pour produire un canon César. C'est les canons qui sont juste derrière nous, là, dont l'armée française va être très très vite destinataire, puisqu'il s'agit de recompléter les canons César qui ont été donnés justement à l'Ukraine. Il fallait 30 mois pour les produire. Ils ont divisé par 2 le temps de production. On est tombé à 15 mois. Avant, il n'y avait que le prix. Il pouvait y avoir la qualité ou les fonctionnalités,
Désormais, vous avez systématiquement la question des délais. L'usine de Roanne compte 1500 salariés, 2 fois plus qu'il y a 6 ans. Il a fallu tout réorganiser, explique Caroline Strelzik, responsable d'équipe à l'atelier usinage. Tout le monde participe à cet effort-là, donc tous les nouveaux, pour soutenir notre armée. C'est un travail d'équipe du plus bas jusqu'au plus haut niveau. C'est une satisfaction de voir le produit fabriqué qui est en utilisation et que ceux qui l'utilisent en sont contents. Le ministre a révélé l'intérêt d'autres pays pour le César, donc de futures commandes à 5 millions d'euros l'unité. À Roanne, Christophe Vincent, France Inter. Les syndicats pas très optimistes sur l'issue de la conférence sociale qui se tenait aujourd'hui. Syndicats de salariés, organisations patronales et gouvernement réunis. C'était une promesse après la mobilisation contre la réforme des retraites pour parler notamment des salaires. Mais Bruno Le Maire a fixé plusieurs lignes rouges. Pas de coup de pouce au SMIC, pas d'indexation non plus des salaires sur l'inflation. On y revient dans le journal de 19h d'Hélène Philly. Les cadres du MoDem ont-ils utilisé l'argent alloué aux députés européens pour payer des collaborateurs qui travaillaient en fait pour le parti en France? C'est à cette question que doit répondre la justice. Le procès s'est ouvert cet après-midi à Paris. Plusieurs cadres centristes, dont François Bayrou, qui est toujours le président du MoDem, sont poursuivis pour complicité de détournement de fonds publics. C'est l'affaire dite des assistants parlementaires, des faits qui remontent à la période 2005-2017. Bonsoir Charlotte Piret. Bonsoir. En direct du tribunal judiciaire de Paris où vous avez suivi l'ouverture du procès et François Bayrou était bien là. Bien là, assis au centre de la série de strapontins dévolus aux prévenus, rangés de costumes bleu marine sur chemise blanche, petit carnet de notes pour certains. Ils sont 5 outre François Bayrou, ancien ministre, eurodéputé, assistant parlementaire. D'autres, faute de place, ont opté pour les bancs blancs de la salle d'audience et c'est parti pour une plongée dans les arcanes du fonctionnement du Parlement européen. En tant que partie civile dans ce procès, ses représentants sont d'ailleurs les premiers à s'exprimer à la barre. Je vais vous poser des questions de béotien, s'excuse par avance le président. Que dit la réglementation européenne sur le lieu de travail des assistants parlementaires? Pour qu'on y voit clair, y a-t-il d'autres enveloppes pour les eurodéputés? Derrière ces questions préliminaires, l'enjeu central de ce procès, les prévenus, François Bayrou en tête, ont-ils utilisé 12 ans durant les fonds dévolus aux députés européens du parti pour rémunérer des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour le MoDem à Paris? Pour cela, celui qui est toujours président du MoDem encourt 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende, mais aussi 10 ans d'inéligibilité qui, s'ils étaient prononcé par le tribunal correctionnel, signerait la fin de la carrière politique de François Bayrou. Charlotte Piret, le procès doit durer jusqu'au 15 novembre. Fabien Galtier est la bonne personne pour les années à venir. Le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, renouvelle sa confiance au sélectionneur du 15 de France. Malgré la défaite cruelle hier soir en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby d'un petit point contre l'Afrique du Sud, le contrat de Fabien Galtier court jusqu'en juin 2028, soit après la prochaine Coupe du Monde dans 4 ans. Enfin, terminons ce journal avec l'accent rude et néanmoins charmant de Birmingham, celui de The Streets, le groupe britannique de Mike Skinner qui vient tout juste de sortir un nouvel album qui est en fait la bande originale d'une comédie musicale imaginée par le rappeur que Mathieu Culeron a pu rencontrer. Un titre du premier album de The Streets avait servi de bande originale pour le film Duo à 3 sorti en 2011. Cette fois, Mike Skinner a voulu créer son propre récit filmé grâce à sa musique. L'idée était de faire une comédie musicale avec comme voix off la musique. Je crois que ça n'a jamais encore été fait. Au lieu d'être un détective qui résout un meurtre, je suis un DJ. Donc l'idée c'était de faire une musique de The Streets pour chaque lieu visité dans le film. Dans le film, comme dans l'album, Mike Skinner explore les clubs comme il explorerait son passé de DJ. J'ai commencé à traîner dans les clubs au moment où Daft Punk sortait son premier disque et ça m'a énormément influencé. D'ailleurs, je crois que je peux dire que les Daft Punk sont mes artistes préférés. Moi, j'ai grandi à Birmingham et j'ai toujours été le dernier maillon de la chaîne alimentaire. J'avais peur tout le temps. Ce n'est qu'après mon départ pour Londres que la confiance en moi est arrivée. The Darker the Shadow, The Brighter the Light, dernier album filmé ou dernier film raconté en musique par Mike Skinner de The Streets. Une volonté assumée et réussie de se raconter
par tous les moyens. Mathieu Culeron, le film pour l'instant n'a pas de sortie française, mais l'album dont le nom est bien trop compliqué pour que je le redise, de The Street, c'est lui bien disponible sur tous les supports. Le 18-20 de France Inter est en édition spéciale ce soir en direct de Jérusalem, où l'on vous retrouve, Fabienne Sintès. Merci beaucoup Kevin et soyez tous les bienvenus à Jérusalem. Hamas is ISIS. C'est un massacre. Ils ont tué des gens et ils ont kidnappé mon fils, ma fille et ma mère. France Inter, le 18-20, édition spéciale. Et en cette première heure, c'est du côté israélien que nous allons rester. Nos invités vous attendent. On n'a qu'un pays, on est là pour le défendre. C'est notre berceau et c'est notre responsabilité. Elle s'appelle Agnès et vous la retrouverez au cours de cette émission. Cette femme, on a voulu entendre ce tout petit extrait pour commencer parce que ce qu'elle dit là, Agnès, et vous l'entendrez en longueur tout à l'heure, résume peut-être l'état d'esprit des Israéliens en ce moment. Peut-être que nos invités nous le confirmeront, nous le diront. 10 jours donc maintenant, après ce 7 octobre 2023, désormais inscrit dans l'histoire d'Israël comme l'une des pires journées, peut-être la pire journée de son existence. Est-ce qu'il faut vraiment le rappeler? L'attaque du Hamas sur des civils dans des kibboutz, une rave party, des femmes, des hommes, des enfants, des grands-parents, des très jeunes gens tués à bout portant ou emmenés pour servir de bouclier humain à Gaza. Ils sont 199 les otages au dernier chiffre officiel que l'on a appris aujourd'hui même. 10 jours après, le traumatisme, il est évidemment intact, le chagrin, l'inquiétude aussi. Et ce qui est inévitablement dans l'air, on y viendra évidemment longuement au cours de cette émission, c'est une intervention de l'armée israélienne dans Gaza, une intervention massive et imminente qui, elle aussi, probablement changera ce pays. 3 invités qui sont avec nous et que je vous présente tout de suite. Il y a Yael Ifra qui est ancienne attachée parlementaire, vous êtes aussi entrepreneuse, merci beaucoup d'être avec nous. Il y a Yom Tov Kalfon, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes un ancien député de la Knesset, parti de la Nouvelle Droite, c'est celui de Naftali Bennett, qui, il faut le rappeler à nos auditeurs, a été Premier ministre, vous m'arrêterez si je me trompe, de juin 2021 jusqu'à juin 2022. C'est exact. Voilà, et Daniel Sides est aussi avec nous, professeur d'histoire-géographie au lycée français de Jérusalem. Vous nous entendez bien, monsieur Sides ? Oui, tout à fait, bonsoir. Eh bien, bonsoir, c'est formidable. C'est avec vous trois que nous passons cette première heure. Et avec vous, Thibault Lefebvre. Bonsoir, Thibault. Bonsoir, Fabienne, vous êtes bonsoir à notre tous. Correspondant à Jérusalem. Merci à vous. Merci aussi de nous avoir prêté votre appartement, Thibault, parce que on va tout vous raconter, on va pas vous le cacher. Nous, notre idée de départ, c'était d'aller dans un café de Jérusalem. Et puis, soyons clairs, c'est compliqué. On avait besoin d'un endroit qui était un endroit plus neutre, on va le dire comme ça, pour que tout le monde soit parfaitement à l'aise dans cette heure et dans la suivante. Et puis, pour tout vous dire aussi, il y a une alerte sur Jérusalem au moment de la session parlementaire qui a vidé la ville. D'ailleurs, c'était en même temps que la session, donc la Knesset a été brièvement évacuée pour le symbole, ça dit quand même quelque chose. Et l'un de nos invités a préféré rester chez vous, c'est vous, monsieur Sides, et vraiment, ne vous inquiétez de rien parce qu'on vous entend parfaitement et on est ravis de vous avoir avec nous. On comprend parfaitement qu'on est dans une période extrêmement particulière en ce moment. C'est d'ailleurs avec vous que je vais commencer, Daniel Sides, parce que la société civile israélienne, c'est vous. Je voudrais que vous me donniez votre sentiment, tout simplement. Est-ce que vous êtes dans un sentiment aujourd'hui d'appréhension, j'allais dire d'impatience? On n'est jamais impatient de rentrer dans une guerre dont on ne sait jamais comment elle peut se terminer, mais est-ce que vous vous dites il faut que quelque chose d'important se passe maintenant parce qu'il faut répondre, donc faisons-le maintenant? C'est quoi votre état d'esprit? Mon état d'esprit, il est avant tout que revoir les otages vivants. Voilà. Ça, c'est la première chose et par n'importe quel moyen. Je l'ai dit aujourd'hui à l'émission précédente que l'armée israélienne a pour but de ne jamais laisser traîner ou laisser quelqu'un derrière. Et là, on a à peu près, malheureusement, pratiquement 200 personnes qui ont été kidnappées. Donc, c'est le premier but, avant tout de les ramener sains et saufs. Maintenant, appréhender, bien sûr, on appréhende une guerre, on n'est pas tranquille, et surtout que ça fait bien longtemps que les missiles, enfin en tout cas les sirènes n'étaient pas tombées sur Jérusalem. Donc c'est pas agréable comme situation, bien entendu, elle n'est agréable pour personne. Mais au-delà de ça, je voudrais quand même rappeler cet effroi, cette horreur, cette stupéfaction par rapport à, je ne sais pas quel mot utiliser, mais même barbarisme n'est pas assez fort pour décrire ce qui s'est fait samedi dernier. Et bien entendu, pardon. Est-ce que, j'allais vous demander, Daniel Sides, si le mot revanche était dans votre vocabulaire, ou est-ce que c'est un mot qui vous fait peur? Est-ce que c'est un mot que vous assumez? Qu'est-ce que vous dites là-dessus, vous? Non, moi, ce mot-là n'existe pas dans mon vocabulaire, madame.
Mais d'un autre côté, lorsqu'on a été attaqué de cette manière, on ne peut pas rester les bras croisés, malheureusement. Voilà. Mais sûrement pas de la revanche. Il faut sortir ce mot-là. C'est pas de la revanche. Et on y viendra même longuement. Claude Calfon, vous, l'ex-député, est-ce que c'est un mot que vous utilisez ou non. Pareil, vous voulez le sortir de votre vocabulaire? Non, je n'utilise pas ce terme. Moi, ce que j'ai devant moi, c'est l'avenir et la pérennité de l'État d'Israël, qui, je pense, est aujourd'hui, pour peut-être la première fois de son histoire, et bien plus que durant la guerre de Kippour de 73, en danger existentiel. L'État d'Israël est en danger existentiel. Nous avons au sud donc une armée, en réalité une armée du Hamas, une armée terroriste, une armée islamiste, très bien entraînée, très bien équipée, qui a fait un carnage en seulement 24 heures, le plus grand nombre de juifs assassinés depuis la Shoah en une même journée. Nous avons au nord un autre groupe terroriste, le Hezbollah, au Liban. Et peut-être un autre front, donc. Qui est apparemment, selon les experts, 10 fois plus fort que le Hamas. Nous avons à l'est, en Syrie, des milices iraniennes à nos portes. Et nous avons l'Iran, pas très loin d'ici, qui développe des capacités nucléaires. C'est-à-dire qu'Israël est encerclé de toutes parts. Et Israël, peut-être pour la première fois de son histoire, est en danger existentiel. Et c'est aussi la première fois de l'histoire que 2 porte-avions américains sont au large de nos frontières, car Israël est en danger. 2 porte-avions américains qui sont là à la fois un peu pour la logistique et là aussi évidemment pour surveiller ces fronts nord. Donc vous dites pas revanche, est-ce que vous dites urgence Urgence, danger, nous sommes tous en danger. Vous savez, moi j'ai été militaire aussi dans Tsahal et lorsque j'étais militaire, c'était pas forcément agréable de sortir avec mon arme dans la vie quotidienne. C'est quelque chose qui me dérangeait. C'est pour ça que depuis que j'ai été libéré de l'armée, j'ai jamais fait un port d'armes. Et maintenant maintenant, j'ai déposé une demande, oui, pour la première fois. Ça fait bientôt 20 ans que je suis en Israël. C'est la première fois que j'ai déposé une demande de port d'armes parce que ça peut venir de toutes parts, aussi bien de la population palestinienne. Nous sommes ici à Jérusalem. À quelques centaines de mètres d'ici se trouve un quartier palestinien. Il y a déjà eu des émeutes par le passé, des attentats venant de ces quartiers-là. Ça peut venir de toutes parts. Nous avons créé un État juif pour protéger le peuple juif qui a été persécuté pendant 2000 ans et après la Shoah. Et l'histoire se répète. D'une fois de plus, le peuple juif est en danger dans son propre pays. Et Yael Ifrach, je voudrais rebondir sur ce qu'on entend de ce que nous dit Yom Tom Kalfon, qui désormais veut porter une arme à nouveau parce qu'il a peur. Je vais vous raconter une petite anecdote en venant ici avec notre chauffeur de taxi qui, pour le coup, était palestinien. Lui a pris dans sa voiture 2 personnes qui allaient un peu plus loin dans un autre quartier en disant « Je vais pas vous laisser marcher à pied, donc je vais y aller ». On a l'impression que tout le monde a peur. Dans les 2 camps, et là, et au cœur de la ville de Jérusalem. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, vous, même entrevu? Moi, je suis en Israël depuis seulement 8 ans, donc je suis pas venue juste après mes études. Oui, c'est la vie ici. J'ai l'impression d'être là depuis 30 ans. Je dirais qu'ici, tout va toujours très vite et tout est toujours très intense. Alors oui, on a peur, mais oui, on se remet aussi très vite et on se réjouit très fort et on pleure très fort. Et Israël, c'est un pays des extrêmes. Moi, je dirais que quand vous avez parlé de revanche ou que vous avez parlé du sentiment, moi, je dirais plutôt justice et pas justification. J'ai l'impression depuis quelques jours que malgré les extrêmes auxquels on est arrivé, c'est-à-dire qu'on pense toujours que ça peut pas être pire. On a eu le 11 septembre, on a eu Daesh, on se dit c'est pas possible. Et pourtant, si c'est possible, alors déjà, ça s'est passé ici, dans un tout petit pays où on est littéralement les uns sur les autres, un des pays les plus denses du monde. Nous, Daesh n'est pas à des milliers de kilomètres dans un autre continent, il est à nos portes. Et donc, effectivement, je pense que l'intensité de ce qu'on ressent en ce moment est très difficile à intégrer. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc, confusion d'une certaine façon, mais aussi des émotions très intense et je pense que toute la population ressent la même chose. Alors je vous ai promis justement qu'on entendrait beaucoup des habitants de ce pays au cours de cette édition spéciale. Je vais évidemment vous ramener dans les kibboutz attaqués le 7 octobre dernier. Vous allez rencontrer Laurence qui a accepté de répondre à William Delesseux. Laurence, quand le Hamas est arrivé, elle était chez elle habite au nord de Gaza et son récit, vous allez l'entendre, est glaçant. Elle essaie de se reposer là où elle est, dans un hôtel sur les hauteurs de Jérusalem, et William Delesseux l'a rencontrée. Elle était tout simplement sur sa terrasse. Moi, je suis un peu apathique, je dirais. Je sais pas déterminer. Je viens m'isoler ici, souvent. Besoin de calme un peu, besoin de réaliser un petit peu. À quoi vous pensez quand vous êtes ici ?
à la situation un peu extraordinaire dans laquelle on se retrouve, à toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance de s'en sortir, violence de cette attaque, à la barbarie de cette attaque, à la puissance et à la haine et au massacre de toutes ces personnes. C'est incroyable. Je veux dire, Israël quand même, c'est un pays assez fort. Et puis désolation de voir des humains qui ont perdu toute humanité. Comment avez-vous pu échapper à cette attaque ? Je ne sais que dire à part par chance. Parce qu'il y a un moment où ils nous ont tapé à la porte, les terroristes ont tapé à notre porte. Je ne sais pas par quel miracle ils ont continué leur chemin. On était très très proches, le danger était imminent. La peur qu'il arrive quelque chose à nos enfants et ne pas pouvoir les protéger. Je pense que c'est vraiment une des choses que je vis pour la première fois. J'ai pas de mots pour décrire ce sentiment. Qu'il arrive quelque chose à mes enfants et ne pas être capable de protéger. Donc là, une motivation extrême qui se réveille en moi. Un état d'alerte et prête à tout pour les protéger. Question, peut-être que c'est pas le moment d'y répondre. Donc voilà, est-ce que vous voyez revenir chez vous ? Très bonne question. C'est une des questions qui reste pour moi avec un point d'interrogation. Je ne sais pas répondre. Est-ce que quand le vent va effleurer les feuilles des arbres, est-ce que la peur qu'est-ce que je vais ressentir ? Je ne sais pas. William de Lesseux qui a recueilli le témoignage de Laurence avec Laurent Macchetti. William, qu'on va retrouver dans un instant. Vous retrouvez ce que vous nous racontez, vous, depuis le 7 octobre dernier, dans ce témoignage-là. Oui, on y a été dans ces kibbutz, dans ces zones, et en fait, toutes ces victimes ont été évacuées dans des hôtels, ici à Jérusalem, mais aussi dans ces grands hôtels de la mer Morte, qui sont des lieux de villégiature avec des piscines, des saunas, etc. Et en fait, je voulais juste préciser qu'ils ont été rassemblés par kibbutz, par communauté, absolument pas par nationalité ou par, niveau de détresse, mais par kibbutz. C'est-à-dire que ces communautés sont encore intactes. C'est des gens qui ont perdu leur maison. Vous l'avez entendu avec Laurence, ils savent absolument pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer à la maison. Mais par contre, ils vivent encore ensemble et ils ont la volonté de reconstruire ensemble ce qui était en fait des petits paradis. Les kibbutz, juste une précision, mais ce sont des oasis au milieu du désert et c'était des petites maisons qui étaient à proximité d'un territoire qui est évidemment un territoire armé avec à sa tête le Hamas, mais voilà. Les kibbutz ne sont jamais armés, c'est important de le dire. Ils le sont ? Alors oui. Moi je croyais qu'ils ne l'étaient pas. Si, il y a des. Je voyais Elifra qui me dit si. Si, au contraire, dans tous les kibbutz, il y a un groupe qui est chargé d'assurer la défense du kibbutz. Et il est vrai qu'au cours des dernières années, en particulier à Gaza, avec l'établissement de ce fameux obstacle dont on nous a dit qu'il était infranchissable, ces groupes de défense se sont un petit peu clairsemés et étaient moins vigilants. Yom Tov Kalfon, les kibbutz, les rêves partis, c'est pas vos électeurs, c'est même plutôt une gauche israélienne, et c'est ça qui frappe aussi, parce que ce qui a été frappé, c'est cette gauche-là, et c'est peut-être celle qui potentiellement, à un moment, dans un futur qui n'était pas demain, on est d'accord, mais dans un futur peut-être proche, aurait pu s'approcher d'une paix. Vraiment, tout le monde a été frappé. Il faut savoir que dans les villes aussi de Sderot et d'Ofakim, qui sont plutôt des villes qui votent à droite, des dizaines de personnes ont été tuées aussi, et les soldats qui se sont battus pour protéger les kibbutz, et dont beaucoup sont tombés. Il y avait des soldats évidemment aussi bien de droite comme de gauche et de tout bord. Mais vous avez raison que ces kibbutz de la bande de Gaza employaient par exemple des ouvriers palestiniens de Gaza. Malheureusement, apparemment, certains de ces ouvriers, en réalité, étaient des agents du renseignement du Hamas, puisque, par exemple, sur un des terroristes du Hamas a été retrouvé un plan avec l'emplacement des jardins d'enfants, l'emplacement des mouvements de jeunesse et même le nombre d'enfants qu'il y avait dans chaque endroit. C'est-à-dire qu'on avait du renseignement à tel point que donc ces gens qui ont été engagés peut-être naïvement par ces hommes et femmes de gauche qui ont cru en la paix, qui ont cru en employant des ouvriers palestiniens qui aidaient à améliorer la qualité de vie des Palestiniens de Gaza. En réalité, ils ont fait rentrer, j'ai envie de dire, le loup dans la bergerie. Ils ont fait rentrer des potentiels agents du Hamas qui ont utilisé donc cela pour les massacrer. Vous êtes en train de nous dire, Yom Tov Kalfon, qu'il fallait pas croire à la paix, en fait, à aucun moment, qu'il fallait même pas avoir l'ombre d'un espoir là-dessus. Il y a Elifra. Est-ce qu'on se dit que, et c'est ça qui est
intéressant dans la société israélienne aujourd'hui, c'est cette génération-là, celle sur peut-être on pouvait compter pour un autre pays qui a été le plus touché. C'est la génération des fondateurs d'Israël aussi qui a fondé ces kibboutz, mais il faut comprendre que ces kibboutz, c'est comme une ligne Maginot. Ils ont été créés, financés pour servir d'avant-poste défensif à l'État d'Israël, pour servir aussi de grenier à blé. Je me permets juste une toute petite, je m'inscris pas en faux, mais juste pour préciser, les ouvriers agricoles en Israël ne sont pas palestiniens, jamais, ce sont des Thaïlandais, avec des accords entre États. Depuis un certain temps, il y a eu 20 000 ouvriers qui rentraient tous les jours, mais ils travaillent. Ont été autorisés à travailler, et certains ont travaillé dans les kibbutzim. Ils travaillaient, mais essentiellement ils travaillaient dans le bâtiment, donc ils travaillaient par exemple à Sderot, ça c'est sûr qu'ils devaient y être. Mais en tout cas, cette génération-là, c'est une génération qui a sacrifié de façon délibérée. Enfin, c'est pas des gens qui habitent à Tel Aviv dans les tours et qui sont dans la high-tech. C'est des gens qui font de l'agriculture ou qui vont travailler jusqu'à Tel Aviv et qui reviennent le soir. Ils y sont par sionisme, par idéalisme, et ils savent qu'ils prennent un risque. Et c'est là qu'il y a eu cette trahison. C'est là qu'ils ont pensé que l'obstacle qui a coûté 18 milliards de shekels quand même, allait les protéger. Et il y a eu vraiment, c'est là que le manquement a été si fort. Et on y viendra d'ailleurs au manquement effectivement qu'il y a eu à ce moment-là, qui a beaucoup été documenté déjà. On en a déjà évidemment beaucoup parlé. Ça veut dire que c'est la fin des kibboutz? Est-ce que ça veut dire que cette idée-là, on entendait Laurence qui disait je sais pas si je suis capable de revenir en fait à cet endroit-là. Donc la fin de ça, c'est aussi la fin d'une idée et d'un rêve de ce pays Israël, non Yael Ifra? Il y a 600 kibboutz en Israël et là il y en avait qu'une vingtaine, donc il reste encore beaucoup de kibboutz, et dont des kibboutz très riches au centre du pays. Est-ce que c'est la fin des kibboutz qui assurent la défense du pays au nord et au sud? Ça, c'est à voir comment ces communautés vont être capables de se reconstruire, mais elles affirment toutes qu'ils retourneront, qu'ils reconstruiront. Plus de Hamas, ce sera bon après ça. Aux soldats, je dis, on est derrière vous. Allez tuer le Hamas et prenez sur vous. Il n'y aura pas de deuxième chance. Les terroristes l'ont bien cherché, on doit les tuer. Ce jeune homme, c'est à Tel Aviv, dans un café, tout simplement. Tel Aviv, c'est la ville face à la mer. Tel Aviv, c'est la ville tech, comme vous le disiez, Yael Ifra. C'est ça, cette ville de Tel Aviv, et on entend ça. Et moi, ce que j'imagine, Thibaut, c'est que ce jeune homme-là, qui dit des choses glaçantes, disons-le clairement, ce jeune homme-là, je ne suis pas sûr qu'il aurait été capable de prononcer ces mots il y a encore 10 jours. Je vais tout simplement vous raconter notre vendredi, puis notre samedi, donc le 6 octobre, puis le 7 octobre. Le 6 octobre, on est à Tel Aviv et on tourne des reportages. C'est la veille de la 40e semaine de manifestation anti-réforme judiciaire. On sait qu'Israël, depuis le mois de janvier, est polarisé entre d'un côté le gouvernement et de l'autre les plus grandes manifestations de l'histoire du pays. Et donc la veille, tout ce peuple de gauche d'Israël prépare cette manifestation-là. Et en fait, ça se passe sous des cabanes où il y a des débats entre des pros et des anti-réformes judiciaires. Et derrière, il y a la plage de Jaffa où des gens jouent au football. C'est le Tel Aviv du 6 octobre. Le Tel Aviv du 7 octobre, c'est le Tel Aviv des sirènes, c'est le Tel Aviv de la peur, c'est le Tel Aviv d'une gauche qui clairement aujourd'hui se questionne et qui est derrière ce gouvernement d'union nationale pour en tout cas poursuivre l'objectif qui a été formulé par Benjamin Netanyahou, qui est d'éradiquer le Hamas de la bande de Gaza. On a l'impression, vous allez m'arrêter si je me trompe, Yotop Kalfon, que cette génération-là, et c'est le cas de ce jeune homme-là, s'est radicalisé instantanément. En tout cas, tient un autre discours totalement instantanément dans ce pays désormais. Bien sûr. Clairement, c'est la deuxième radicalisation. La première, c'était après les accords d'Oslo. Je rappelle, la gauche a tenté la paix et a fait les accords d'Oslo en 93, qui se sont soldés par la seconde intifada qui a éclaté en l'an 2000 avec, à l'époque, ce n'était pas des prises d'assaut venant du sud, c'était des attentats kamikazes au cœur des villes d'Israël. Et d'ailleurs, la gauche n'est plus retournée au pouvoir quasiment depuis l'échec d'Oslo. Et là, donc, ça va beaucoup plus loin puisque c'est toute la théorie de la terre contre la paix, puisque la terre contre la paix a été testée à Gaza, puisque c'est le seul endroit où Israël s'est retiré jusqu'aux frontières de 67, jusqu'au dernier centimètre, en 2005, a démantelé. C'est le seul endroit où Israël a démantelé totalement ses colonies, ses implantations jusqu'à la dernière. Et à l'époque, c'était la droite qui disait vous allez démanteler les implantations et vous allez avoir le Hamas qui va nous envahir. Nous allons avoir des missiles. Il n'y avait pas de missiles à l'époque qui tombaient sur Gaza. En tout cas, l'histoire a prouvé que ceux qui ont dit que ce démantèlement allait mener à la guerre et pas à la paix ont eu raison. De la même manière que ceux qui ont dit que les accords d'Oslo allaient mener à la guerre et pas à la paix ont eu aussi raison. Et la gauche israélienne a déjà souffert de l'échec d'Oslo. J'imagine, s'il
qu'il y ait encore une gauche et une droite en Israël, parce qu'encore une fois, après ce cataclysme, je pense que tout est redistribué et comme vous le disiez, moi j'entends sur les plateaux israéliens des gens de gauche parler de manière plus extrémiste que ce que parlaient des gens de droite encore hier. Yael Ifra, moi, sur cette phrase-là, est-ce qu'il y a encore une droite et une gauche en Israël au moment où on se parle, dans ce moment particulier? Évidemment, bien entendu, ça se joue pas seulement sur la sécurité, ça se joue sur les principes, ça se joue sur la civilisation, ça se joue sur la demande d'une partie de la société israélienne de séparer l'État de la religion, ça se joue sur les modes de vie. Et une fois, je voudrais juste revenir, mais en une seconde, Israël n'est pas une île, on n'est pas séparé du monde, et c'est vrai que l'échec de l'application des accords d'Oslo est quelque chose de cuisant et de douloureux, mais ça se passe dans un contexte global où l'islamisme radical a pris le pouvoir, où on a eu les attentats du 11 septembre, où on a eu les talibans, où les États-Unis ont joué aux apprentis sorciers avec les résultats que l'on sait, où on a essayé de faire tomber Saddam Hussein, etc. Et donc nous, en Israël, on est aussi une sorte de presqu'île avancée qui montre toutes les tendances du monde avant qu'elles ne se produisent. Et donc là, cette histoire de ce qui s'est passé avec ce commando du Hamas qui a appliqué des méthodes barbares qu'on n'avait jamais vues dans un pays occidentalisé, ça montre bien effectivement une fois de plus des tendances qui risquent de se produire. Donc une gauche, une droite, il y en a une. Après un consensus évidemment autour de ce qui s'est passé, il n'y a pas de question. Thibault Lefebvre. Oui, juste une précision pour rajouter à la complexité de la situation. En 2005, le démantèlement des colonies de Gaza est une décision d'Ariel Sharon, qui est un homme de droite un peu plus au centre à la fin de sa carrière, mais c'est absolument pas une décision d'un gouvernement de gauche. Non, moi je suis d'accord paradoxalement avec Yael sur le contexte régional et même mondial en réalité. En réalité, ce qui se passe toujours en Israël, c'est qu'Israël est un peu un avant-poste de l'Occident. Et il faut bien savoir, l'idéologie du Hamas n'est pas seulement d'anéantir l'État d'Israël et de tuer des Juifs, mais c'est d'anéantir l'Occident. Mahmoud Azar, qui est un des penseurs du Hamas, dit il faut tuer d'abord les Juifs, puis les chrétiens. Et il faut bien comprendre. Et c'est comme toujours, nous sommes par certains disent une villa dans la jungle. En parlant de l'État d'Israël, c'est un terme qu'on utilise beaucoup ici. C'est-à-dire ce qui nous arrive à nous, malheureusement, après peut arriver ailleurs, en Occident, en Europe. Et c'est pour cela que j'ai envie de dire qu'Israël n'a pas le droit de perdre cette guerre. Et c'est peut-être pour que les Américains sont autant engagés et les Occidentaux. Parce que si nous perdons cette guerre face au Hamas, face à l'islamisme, face au terrorisme, ça s'annonce rien de bon pour le reste de l'Occident. Yael Ifra, vous avez dit à l'instant, certes il y a toujours une droite et une gauche, il y a une union sacrée en ce moment. Moi je voudrais un peu qu'on revienne là-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment une union sacrée en ce moment? Et j'ai presque envie de vous demander, est-ce que la conduite de cette guerre, on sait qu'il y a un cabinet d'urgence qui a été mis en place, mais on sait aussi que les décisions qui sont prises doivent revenir au cabinet plus global, on va le dire comme ça pour les gens qui nous écoutent. Donc à un moment, où est la prise de décision? Et surtout, est-ce que vraiment on peut conduire la guerre et faire de la politique après? Ou est-ce que nous savons déjà en Israël que la conduite de cette guerre sera forcément incroyablement politique? C'est une excellente question. Alors déjà, c'est pas du tout l'union sacrée, hein, donc le pays est en miettes, littéralement. Le régime ne fonctionnait pas déjà avant. On était dans une situation extrême où quelqu'un a été élu sur une plateforme, puis a appliqué une plateforme complètement différente dès le lendemain de son élection, avec une majorité tellement solide qu'il n'était pas possible d'aller en arrière. Benny Gantz est rentré pour la deuxième fois dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou, alors que Yair Lapid s'y est refusé, et on sait pourquoi. On ne sait pas à cause de la présence des deux ministres d'extrême droite. Bien entendu, et parce que aussi l'un des deux cabinets, le cabinet réduit, est subordonné au cabinet élargi, donc on n'est pas sûr que les décisions soient validées telles quelles. Ça, c'est une première chose. Qu'est-ce qu'il en sera après? Il faut absolument que Binyamin Netanyahou s'en aille, hein, c'est très simple. Et après, quand on aura des élections, on pourra réavoir un débat politique. Aujourd'hui, en l'état des choses, c'est absolument pas possible. Est-ce qu'on est toujours capable de faire du cynisme en politique? Parce que, pardon, mais ça rime parfois avec politique, et se dire que si Benny Gantz est là, c'est aussi une manière de pouvoir dire, si la guerre tourne mal, que les responsabilités sont partagées et vont aussi dans sa direction. C'est ça le cynisme en politique, et on est aussi capable de ça dans ce pays comme ailleurs. Non, oui. Voilà, vous êtes d'accord. Oui, c'est un calcul. Non, mais je pense que c'est surtout de ça dont Lapid a peur. Je pense que Lapid a refusé de rentrer dans le cabinet, dans le gouvernement d'union nationale, si ça tourne mal, pour être un peu le joker qui est en dehors, pour ramasser, j'ai envie de dire, passer après, pour récupérer s'il y a quelque chose à récupérer, parce que c'est vrai que si ça tourne mal,
Gantz, étant membre de ce cabinet, devra aussi rendre des comptes. Pardon, allez-y rapidement, Thibaut, s'il vous plaît. Précision, ce que Benyamin Netanyahou amène dans ce cabinet de guerre, c'est aussi de la compétence. Benny Gantz, c'est un ancien chef d'état-major. C'était lui qui était à la tête de l'armée en 2014 quand il y a eu cette guerre et puis la dernière offensive terrestre à Gaza. Donc c'est aussi ce qu'il va chercher quand il fait appel à lui. Je voudrais nous ramener à ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, revenir aux réservistes à qui on a demandé de revenir. Il y en a 360 000, un énorme chiffre qui pour certains d'ailleurs sont rentrés de France, des États-Unis ou d'ailleurs, qui l'ont fait extrêmement vite. Je vous salue William Delesseux, bonsoir William. Bonsoir Fabienne. Des jeunes gens que vous avez rencontrés à la gare de Tel Aviv, soldats et réservistes. On est samedi, c'est jour de Shabbat et les trains roulent malgré tout. Effectivement, des trains tous de couleur rouge, ils partent ou ils arrivent au rythme d'une fois par heure. Ici, Esther, 23 ans, un sac sur le dos chargé. Je retourne à l'armée, ils m'attendent. Elle est venue récupérer du matériel à Tel Aviv, l'occasion de passer également 24 heures avec son petit ami, 24 heures de répit. C'est un rare moment de détente, il me manque, je lui manque, il a besoin de moi. La situation est mauvaise sur le front, j'ai vu des choses que je ne peux pas raconter, des choses horribles. Je ne peux pas dire d'où je reviens, mais je dois partir maintenant, désolée. Esther monte dans la rame pour retourner au front, quelque part au sud, entre Sderot et Beersheva. Et merci à vous, William Delesseux, n'allez pas très loin parce que vous allez revenir dans cette édition spéciale. Je voudrais me tourner vers vous à nouveau, Daniel Sides, professeur d'histoire avec nous chez lui et à distance. Moi, je voudrais vous demander, vous êtes prof, ça pourrait être vos élèves aussi bien, en fait, ces jeunes gens-là. Alors les vôtres sont un peu plus jeunes, mais néanmoins, et vous y pensez probablement à ça. Ça pourrait être ma classe qui est dans ces trains et qui va se retrouver face à Gaza, qu'il y est déjà probablement. Je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y a certains élèves qui étaient 3 ans plus âgés que mon fils et qui se trouvaient à l'armée et qui sont pas revenus malheureusement. Donc c'est vrai que ça peut toucher n'importe qui. De plus, on a un petit pays, donc tout le monde connaît tout le monde par personne interposée. Donc on est tous impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette guerre en fait. Je voudrais revenir par contre sur certains points que j'ai entendus et je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer. À propos du terrorisme, le terrorisme ne fait aucune distinction. Il se fout complètement, le terroriste se fout complètement de savoir si c'est un gauchiste, un kibbutznik ou quelqu'un qui habite dans une ville de développement dans le sud. Il s'en fout complètement. Le terrorisme est aveugle. Ok ? Et ça, c'est une chose. Et par rapport au fait que c'est vrai qu'une bonne partie des victimes, malheureusement, sont des membres des kibbutzim. Moi-même, j'ai été membre d'un kibbutz pendant 20 ans. Un kibbutz aussi qui fait partie de ces partis d'extrême gauche également. Je ne pense pas que ces gens-là vont changer d'avis. De toute manière, au niveau politique en tout cas. Ce sont des gens qui croient pendant toute une vie de cette possibilité de vivre autrement dans ce pays. Alors certes, certains vont peut-être aussi changer d'avis, mais dans la majorité, je ne crois pas. Et une bonne partie d'entre eux pourront revenir dans ces endroits parce que c'est leur vie, tout simplement. Ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Et c'est le plus important. Quant aux manifestations, je voudrais juste un point. Ce n'est pas les manifestations qu'il y a eu depuis le mois de janvier. Ce n'est pas une manifestation de la droite contre la gauche, mais c'est une manifestation des gens pour la démocratie, tout simplement. Et on a vu tous les partis politiques se mêler. C'est des gens qui étaient pour le maintien de la démocratie en Israël. C'est très important de le souligner. Daniel Sides, je vous remercie beaucoup. Et c'est toujours important, effectivement, de se souvenir du moment politique d'Israël alors qu'arrivent ces attaques. On est vraiment dans quelque chose de très particulier et de très politique. À ce moment-là, je voudrais, Yom Tov Kalfon, que vous réagissiez aux jeunes réservistes qu'on a entendus, parce que tous ces jeunes gens vont à Gaza ou seront très proches de Gaza. On sait que l'armée a pris un coup terrible. On sait aussi qu'il y a des doutes sur la capacité de cette armée à mener une vraie offensive d'envergure. Est-ce que ces doutes-là, au-delà de l'envie et au-delà du courage, est-ce que ces doutes-là, vous les avez aussi? Oui, clairement, il y a parmi ces jeunes gens une bonne partie de ma famille, mes beaux-frères, mes neveux, mes cousins, une bonne partie de mes amis. Évidemment qu'il y a des doutes. On pensait, il faut dire les choses comme elles sont, on pensait Tsahal très fort,
peut-être même invincible. C'est comme ça qu'on nous a aussi décrit aussi de par le monde, l'armée ultra-moderne, ultra-puissante, et pourtant on a été mis en déroute totalement, faut dire les choses comme elles sont. Moi j'ai pas peur de dire les choses. Et quand vous mettez votre casquette de citoyen, de société civile, au-delà même d'ex-député, est-ce que vous dites on m'a menti? Oui, oui, je le dis clairement, et c'est pour ça. Alors aujourd'hui en Israël, on essaye de faire en sorte de pas trop en parler, puisqu'on est dans l'effort de guerre. Mais tout le monde sait qu'après la guerre, il y aura évidemment une commission d'enquête nationale, comme il y a eu après la guerre de Kippour, etc., qui va devoir analyser en profondeur ces manquements. Le président de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset s'est exprimé ce matin, a dit qu'il a tous les protocoles en main, et il a dit personne ne sera protégé, et on va aller en profondeur, puisqu'encore une fois, il s'agit de l'avenir et de la pérennité de l'État d'Israël dont on parle. Et quand on parle de ça, Yael Ifra, moi je me demande toujours s'il n'y a pas un risque de double piège en fait pour l'armée israélienne. Le premier piège, c'est d'entrer sur un terrain Gaza qui va être extrêmement difficile. Il va y avoir des batailles qui vont vraiment se passer porte à porte à l'intérieur de ruines. Il paraît même que les soldats israéliens s'entraînent aujourd'hui à travailler dans des environnements urbains détruits. C'est dire ce que ça signifie. Donc il y a cette première difficulté-là, savoir être sur un terrain qui n'est pas le leur, et c'est bien ce que le Hamas voulait, faire entrer Israël sur ce terrain-là. Et puis le deuxième piège, c'est celui des images, forcément, et d'une propagande qui va forcément avoir lieu, parce que ce sera sale de part et d'autre. Est-ce qu'on n'a pas l'impression parfois et la crainte qu'on rentre dans un double piège ? Moi, je suis pas du tout spécialiste militaire, mais c'est une évidence qu'aujourd'hui, Tsahal se lance dans une aventure très périlleuse, au pire timing possible, avec un tempo politique qui est très mauvais, un consensus national qui n'est pas très fort. Après, quant aux capacités technologiques de Tsahal, moi, j'en ai pas tellement de doute. Je pense qu'il y a probablement des armes qu'on ne connaît pas, que la stratégie a sûrement été travaillée. Le problème, c'est ce qu'on appelle la boue de Gaza, en Israël, ça s'appelle comme ça. C'est ces conflits qui dégénèrent alors qu'on voulait tout régler en 3 jours parce qu'on est toujours très pressé en Israël, et puis où effectivement on se retrouve prisonnier des images. C'est là le double piège. C'est que le temps court mène à un temps plus long qui, lui, va être complètement déstabilisé par l'afflux d'images qu'on ne contrôle pas. Je me demande, Thibault Lefebvre, si on n'a pas assimilé au moins ça va, c'est pas une histoire de 3 ou 10 jours pour le coup. Même ce qu'on entend là, c'est que, enfin, l'avancée, si elle se fait comme l'armée israélienne le souhaite, c'est une histoire de 100 mètres par 100 mètres, de jour après jour, et qu'on entend et qu'on a déjà mis dans l'oreille des Israéliens. Ce sera long, ce sera très très long. Déjà, en Israël, on n'appelle pas ça une opération, contrairement à toutes les opérations qu'on a pu voir en 2014. Ça s'appelle une guerre. On est d'accord. Et ça, c'est nouveau déjà. Et une guerre dont on ne connaît absolument pas aujourd'hui les modalités. Je saurais même pas vous dire, Fabienne, s'il va y avoir une offensive terrestre. Au moment où on se parle, elle se prépare, il y a des troupes, mais on n'est pas dans la tête de l'état-major. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Israël a un objectif, et son objectif, c'est détruire le Hamas. Et en détruisant le Hamas, ça veut dire que la bande de Gaza, telle qu'on l'a vécue, telle qu'on l'a connue entre 2007 et 2023, n'existera plus sous la même forme. Après, ce qui va se passer, on va pas rentrer dans la prospective. Non. Et on ne sait pas d'ailleurs quels sont les buts d'après-guerre. Exactement. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que c'est une guerre et qu'ils veulent éradiquer le Hamas. Il y a 199 otages, je le disais tout à l'heure, 199. Moi, je me pose cette question. Vous le disiez tout à l'heure, on le voit dans Jérusalem, on voit les visages, on voit les noms de tous ces gens. On sait qu'il y a des groupes qui se sont formés, qui sont des groupes forts. On a le sentiment que l'opinion israélienne pense qu'on peut à la fois rentrer dans Gaza pour détruire le Hamas, comme le disait Thibault à l'instant, et aussi sauver les otages. Et au fond de vous, pardon de vous poser la question à vous, Yael Ifra, est-ce qu'on sait au fond de soi que les deux à la fois, c'est extrêmement compliqué? Évidemment, tout le monde le comprend très bien. On comprend que si l'offensive terrestre a été retardée un petit peu, c'est probablement parce qu'il y a des tractations qui se font et qu'on essaye au moins de libérer les femmes et les enfants. On comprend très bien que les soldats qui ont été enlevés ne seront probablement pas revus de sitôt. Et tout le monde comprend que si on veut faire une guerre totale, détruire des infrastructures profondément enfouies sous terre, une direction qui est entièrement dans des tunnels, ça va être extrêmement compliqué de récupérer 200 otages qui ont dû être dispatchés partout. Oui, il y a beaucoup d'opérations cyber, technologiques qui essayent de les localiser, mais ça va être très compliqué. Oui, juste un petit point, une interview moi qui m'a beaucoup touché hier. C'est une docteure, elle a une 30aine d'années, c'est sa petite sœur Tamar qui a disparu. On ne sait pas si elle est otage, on ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas si elle était blessée. Et en fait, l'entretien se termine. Vous savez, voilà, on éteint le micro et là, elle nous dit si seulement j'avais un passeport étranger.
Mais pardon, est-ce que ça veut dire qu'elle tient ça veut dire que on sous-entend que les Israéliens, on va les laisser. C'est ce qu'elle ressent. On va les laisser mourir, c'est ça que ça veut dire. Oui, et je vous vois faire oui avec la tête, Yom Tom Kalfour. Je vous vois faire oui avec la tête. Israël, il y a déjà eu des otages israéliens. Il y en a eu un soldat, Gilad Shalit. Bien sûr, pendant 5 ans, il n'a pas réussi de manière militaire à le libérer, malgré tous les renseignements. Et c'est un seul soldat. Il a fallu faire donc un échange de prisonniers qui a été très malheureux, puisque en réalité Israël a libéré les terroristes qui sont aujourd'hui à la tête du Hamas et qui ont fait cette opération. Et en fait, là, les gens se disent les seuls qui ont des chances d'être libérés, ce sont ceux qui ont une autre nationalité autre qu'Israël. Donc il y a, je crois, une quinzaine de Français, une trentaine d'Américains, des gens d'à peu près tous les pays, une vingtaine de nationalités. Et puis, pourquoi ? Parce qu'il faudrait que les puissances en réalité internationales fassent pression, pas seulement sur le Hamas, mais aussi sur les alliés du Hamas, que sont indirectement le Qatar, par exemple, l'Égypte, qui n'est pas un allié, mais qui a une certaine, qui garde la frontière avec et en même temps, avec Gaza. On peut à la fois tenir ce discours aux alliés du Hamas, comme vous dites, et en même temps être là en Israël et venir pour accompagner le gouvernement israélien ou au moins parler du droit à se défendre. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Je suis d'accord, mais encore une fois, le Hamas tient en otage plus de 20 nationalités, donc de citoyens occidentaux, et je pense que les pays occidentaux, je pense à la France, qui est mon pays natal, a aussi un devoir, ses ressortissants, et peut faire des choses, ont des capacités que n'ont pas le petit État d'Israël, que je rappelle, un petit État de 9 millions d'habitants, ce n'est pas une puissance comme est la France ou comme sont les États-Unis. Et c'est pour ça que le seul espoir, je suis désolé de le dire, le seul espoir pour ces otages, c'est la France, c'est les États-Unis et les autres pays du monde qui ont leurs ressortissants aux mains du Hamas. Il y a un dernier témoignage dans cette première heure que je voudrais vraiment vous faire entendre. Vous en avez entendu un tout petit bout tout à l'heure en introduction de l'émission. C'est celui d'Agnès que nous avons rencontré dans la banlieue de Tel Aviv. À Ranana, c'est une petite ville charmante et cossue que vous connaissez probablement. Je vois que vous faites oui avec la tête l'un comme l'autre. Elle nous a accueillis sur sa terrasse. Agnès, elle est dentiste, tout simplement. Elle a un fils qui est réserviste. Elle en a un autre âgé. Il parle pratiquement pas au téléphone. Il dit que c'est trop dur pour lui, qu'il a besoin de garder le moral, qu'il a besoin de rester fort. Ils savent qu'ils partent au combat, ils savent qu'ils sont pas sûrs de revenir. Ils savent qu'ils nous aiment, ils savent qu'on a peur pour eux. Et les contacts sont difficiles, c'est une épreuve. N'empêche que cet après-midi, il y a eu dans sa base une jeune femme qui a eu le droit de rentrer, qui a été demandée en mariage par un des membres de son bataillon. Donc on a reçu aussi des images de choses surréalistes. Il y a eu des mariages, y compris dans des bases. C'est évident que je suis fière d'eux. Maintenant, moi je suis fille et petite fille de survivants de la Shoah. Quand mon fils aîné était en terminale, j'ai refait le voyage pour accompagner. Il y avait des groupes de parents pour accompagner les jeunes qui partaient en Pologne parce que ça fait partie de la préparation sioniste à l'armée. Parce que justement, il faut comprendre que on n'a qu'un pays, on est là pour le défendre et que où que ce soit dans le monde, personne n'est prêt à défendre le peuple juif et que c'est notre berceau. Et c'est notre responsabilité. Et quand le dernier Tekes, la dernière cérémonie à Auschwitz, il m'a pris dans les bras et il m'a dit « Merci maman qu'on ait fait notre alia, qu'on soit venu vivre en Israël », d'entendre ça, pour moi, c'était la plus belle récompense. Et c'est dans l'éducation que j'ai pu transmettre à mes enfants. C'est dans l'éducation, et quand je vous entends... dès lors que vous décidez de venir vivre en Israël, potentiellement, ça existe, c'est possible. Il peut se passer ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc, au fond, vous l'avez intégré, y compris quand vos enfants étaient petits. Oui, mais bon, j'ai aussi intégré quand j'étais petite que ma mère, à 8 ans, c'est la police française qui l'a arrêtée et elle s'est retrouvée à Drancy et sa mère, du coup, est partie à Auschwitz. Elle a pu exfiltrer sa fille de Drancy par miracle. Voilà, donc j'ai grandi en sachant que dans une famille sioniste, parce que c'est le seul foyer juif, c'est le seul pays où on est notre armée et où le prix à payer peut être très très lourd, mais voilà, je suis pas croyante, je suis profondément sioniste, mon mari est croyant, relativement pratiquant, voilà. Ce matin, il était encore à la synagogue. D'habitude, on va se promener à la plage le samedi après-midi en voiture. Chacun fait sa sauce et sa cuisine selon son cœur. Voilà, mais j'ai répondu, je crois.
Elle a répondu, en effet, je vais vous dire, ma question, j'allais dire bêtement, quand on entend une réponse pareille derrière, c'était jusqu'à quel point vous avez peur pour vos 2 fils. Enfin, et voilà la réponse d'Agnès. Moi, j'ai l'impression, Yael Ifra, que toute l'histoire d'Israël est au fond de cette guerre, est contenue dans le témoignage qu'on vient d'entendre. C'est vrai, quand on vient habiter en Israël, on accepte de porter un poids qui n'est pas que le poids de notre histoire et de notre vie. Moi, je suis née à Saint-Cloud, en France. J'ai eu une enfance tout à fait normale. J'ai fait des études. Et quand je suis arrivée ici, j'étais plus la même personne. On accepte de porter un fardeau, un devoir. On accepte des choses qu'on n'aurait pas fait dans un autre pays. Et surtout, on accepte de porter cette chaîne. Et une fois qu'on devient responsable, c'est très compliqué de lâcher. On a aussi une forme d'addiction à cette appartenance à un pays qui est peut-être un des plus passionnants du monde, mais aussi un des plus douloureux. Et je pense que c'est aussi ça qu'elle exprime, Agnès, parce que tous les survivants de la Shoah sont pas en Israël. Mais une fois qu'on vient en Israël et qu'on a cette histoire derrière nous, il faut l'endosser et il faut avancer. On n'a pas tellement le choix. Ce qui est extrêmement... votre réaction là-dessus avant, Yom Tov Kalfon, sur ce que ça vous évoque, ce genre de témoignage? Je pense aussi que ce témoignage, il exprime... il est partagé par beaucoup en Israël. Encore une fois, nous avons cette vision d'Israël comme... d'une part refuge pour le peuple juif, mais aussi comme lien historique. On est revenu sur notre terre ancestrale. On a l'impression d'être dans le bon sens de l'histoire, de réparer un peu l'histoire en créant un État juif ici indépendant, en sécurité. Et là, en réalité, l'histoire revient en arrière. On est de nouveau en danger. Pour la première fois, il y a des réfugiés juifs au sein même de l'État d'Israël, puisque les villes du sud d'Israël sont maintenant des villes où les habitants ont dû quitter leur maison. Et c'est l'histoire qui se répète. Et en même temps, pardonnez-moi de vous interrompre parce qu'il nous reste peu de temps, pardon de si peu de temps, il y a Elifra pour répondre à ça, mais en même temps, vous ne les voyez pas, mais vous les entendez, les Palestiniens, eux, nous ramènent à la deuxième Nakba, comme il dit, c'est-à-dire à nouveau le départ forcé, donc l'immense charge aussi sur leurs épaules. On a l'impression que ces 2 charges-là, qui sont immenses, ferment quasi complètement la possibilité du sujet de la paix, en tout cas au moment où on se parle. Au moment où on se parle, c'est une évidence. Dans l'avenir, moi, je pense pas du tout. Je suis absolument persuadée qu'on peut trouver une solution. Et nous, on est Européens, on est habitués à vivre dans des sociétés multiculturelles avec des gens du monde entier, aussi bien juifs qu'arabes. Moi, j'habite à Jérusalem. On vit ensemble et je pense que c'est possible. D'ailleurs, vous dites ça, on entend les cloches de la vieille ville et on entendra l'appel à la prière là dans quelques Sans être angélique, minutes. Et on est content quand même de finir cette première heure sur cette note positive. Elle n'est pas finie, cette édition spéciale du 18-20 ici à Jérusalem. On se retrouve évidemment juste après le 19h avec d'autres invités. À tout de suite. Merci beaucoup Hélène. Nous sommes donc côté palestinien pour cette deuxième heure et nos invités sont là. Hamas is ISIS. C'est un massacre. Ils ont tué des gens et ils ont kidnappé mon fils, ma fille et ma mère. France Inter, le 18-20, édition spéciale. C'est d'abord à Hébron, très brièvement, que je vous emmène, parce que vous entendrez beaucoup ce monsieur que voici. Tous ceux qui s'indignent et qui condamnent, oui, d'accord, mais depuis des dizaines d'années, qu'est-ce que vous avez fait réellement pour la paix ? Il s'appelle Anouar Abou Eiché, vous l'entendrez parce qu'il a tenu à nous faire visiter vraiment sa ville d'Hébron. Cette visite, ce sera notre fil rouge et qui résume très bien, là encore peut-être à lui tout seul, beaucoup des sentiments des Palestiniens. Bonsoir Anjam Chiad. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Jérusalem Al-Quds. On aura un coup de fil, si tout va bien, à Bethléem, faute de mieux, j'allais dire, dans un tout petit instant, dans cette deuxième heure. Frédéric Mettezo, je vous salue également. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes bien sûr l'ancien correspondant ici à Jérusalem et vous allez nous accompagner pendant toute cette deuxième heure. Amjad Chiab, pour démarrer, je sais que vous avez de la famille à Jabalia. On peut pas commencer autrement. C'est au nord de la bande de Gaza. Il y a des morts dans votre famille, comme il y en a dans toutes les familles, dans votre famille élargie. Comment vous vivez, vous, en ce moment? Comment vous arrivez à avoir des nouvelles de Gaza, ce qui est extrêmement difficile, de plus en plus difficile? Voilà, un sentiment de choc et une grande déception. Et qu'on voit du terrorisme qui vient du ciel, de cette manière qu'on regarde en direct avec le silence du monde, surtout la communauté internationale, et avec une justification avec tous ces moyens techniques, des armes, de bombes utilisées contre qui, on pose la question pour qui toutes ces porte-avions et cet quartier entier qu'on disparaisse. Avec ma famille, 47 membres de ma famille éloignés de famille Shihab ont disparu dans quelques secondes. Ils ont disparu de registre civil de telle manière
Et quelle est la raison de faire ça et qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter de faire ça? Ils étaient civils, ils n'avaient rien à voir avec le combat. On sait très bien que la majorité absolue des habitants de Gaza sont des civils. Vous savez, ce qui me frappe depuis que nous sommes ici à Jérusalem et autour des gens que nous avons rencontrés, quel que soit le bord, Amjad Chiab, c'est que au fond, il y a quelque chose de commun en ce moment entre vous. Vous êtes tous collés à la télévision, on l'entendra dans un instant, à vous en rendre malade, et vos villes sont vides. Ce que vous avez en commun en ce moment, c'est la peur. On a peur parce que les colons sont partout et chaque jour, on attend des Palestiniens de Jérusalem se faire agresser, tabasser, sans que la police bouge. Même la police, l'armée israélienne participe à cela. Moi, j'ai peur. On est même dans le quartier, on n'arrive même pas de bouger. On a peur, on attend que les colons, ils ont attaqué les voitures, ils ont endommagé les maisons, ils ont menacé des garçons. Et on voit plus la vie comme avant. Et surtout dans la vieille ville de Jérusalem. Dont vous avez le sentiment qu'elle était une sorte de, disons, d'entre-deux qui était vivable à la fois pour les Israéliens et aussi pour vous, jusque-là en tout cas. Est-ce que vous vous étiez déjà posé avant la question de bouger comme vous l'entendez dans cette ville-là? Moi, j'ai eu la chance d'être conseiller de négociation auprès de Ahmad Kouraï, qui était le chef de délégation palestinienne pendant des années, à l'époque du gouvernement de Olmert. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'espoir, mais quand je vois la structure de la société israélienne change vers l'extrême, et change vers les partis fascistes et les partis d'extrême droite, et on regarde ces changements, surtout un gouvernement qui est traité par l'opposition israélienne, d'un gouvernement de fascisme. Moi j'attends la déclaration de Yahoud Barak, directement, ou des déclarations aussi de messieurs Labid et de Gannett, que c'est un gouvernement dangereux pour la stabilité et la paix, et qu'on voit aujourd'hui ce gouvernement même soutenu par les États-Unis, même Biden l'a dit, c'est le gouvernement le plus d'extrême droite jamais vu en Israël, et qu'on voit toutes ces couvertures à ce gouvernement. Je trouve que c'est une participation à un crime contre la guerre, contre l'humanité. Et c'est ça que la contradiction. On avait des principes. Il y a une crise de vocabulaire. Il y a une crise de vocabulaire, vous dites. Tout à fait. Frédéric Mettezo, pardon de le dire comme ça, mais ce pays, on a vu d'autres, hélas. Est-ce que ce niveau de tension-là, on va raconter, c'était compliqué d'organiser une émission spéciale pour que on puisse avoir à la fois Israéliens et Palestiniens autour de la même table. C'est compliqué de trouver l'endroit, c'est compliqué. On a l'impression de faire nous aussi, au fond de la diplomatie, et c'est comme ça qu'on finit ici, et avec bonheur dans le bureau de Thibault Lefebvre, notre correspondant ici. Est-ce que ce niveau de tension-là, de crainte-là de part et d'autre, ce pays l'a déjà vécu? En tout cas, pas pendant les 4 années où j'étais correspondant, évidemment, les 4 dernières années, mais il y a eu des guerres, il y a eu des moments très difficiles, il y a eu des attentats suicides très difficiles, mais ce niveau d'incompréhension, d'abord ce niveau d'explosion de la société israélienne, les Israéliens que je connais, avec qui j'ai parlé, j'ai des Israéliens de droite qui m'ont dit « je déteste Netanyahou » et des Israéliens de gauche qui me disent « je déteste les Palestiniens ». C'est-à-dire que toutes les cartes sont brouillées. Et même du côté palestinien, s'il faut résumer un petit peu de façon simpliste, mais tout de même, les Palestiniens vont dire « ce qui s'est passé samedi, ce sont des massacres. Ce qui s'est passé samedi, c'est bien fait pour eux parce qu'il y a l'occupation », ou bien « oui, c'est très triste, mais il y a l'occupation ». Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le parcours de Monsieur Chiab est très intéressant, c'est que il a été négociateur d'éventuels accords de paix avec les Israéliens, il a côtoyé des Israéliens, et aujourd'hui, je ne sais pas s'il peut nous dire, mais je ne sais pas s'il leur parle encore. Alors on va en parler dans un instant, on vous posera la question parce que notre fil rouge dont je parlais tout à l'heure, lui aussi a été très proche, notamment de Mahmoud Abbas, il en a été ministre et il revient, vous l'entendrez au cours de cette émission. Non, pas de Mahmoud Abbas, j'étais... Ah non, pas vous, non, notre fil rouge, Anwar Abo Yeché, qu'on va entendre dans un instant, et vous allez voir, pas tout de suite, qu'il va vous parler de ces espoirs-là de paix et aussi peut-être des relations qu'il pouvait avoir à une époque avec les Israéliens. Aujourd'hui, ces choses-là sont bien terminées. Je vous ai promis donc qu'on traverserait Hébron dans cette deuxième heure.
D'ailleurs, le guide s'appelle donc Anouar Abou Aïché, il a été ministre de l'autorité palestinienne, c'est bien de savoir d'où il parle. Se promener avec lui dans Hébron, c'est s'arrêter toutes les 10 minutes pour serrer des mains, toutes les 10 mètres même pour serrer des mains. Le voici, Anouar, avec sa femme qui est française, d'abord dans son appartement, qui est donc à Hébron. Allez-y. Quand on entre à la maison. Allez. Tout le monde, ici dans la rue, tout le monde vit tout ce qui se passe à Gaza. Nous sommes tous, moi j'en fais partie de ce peuple, dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'attente, dans la tristesse. On est chez soi, on est dans l'attente, on est collé à la télé, ça vous rend fou. Parce que c'est très grave ce qui se passe. C'est vraiment une deuxième Nakba. C'est grave. Ça veut dire qu'à nouveau, on demande aux Palestiniens, en l'occurrence ceux de Gaza, de quitter de partir. On les expulse, c'est le mot exact. On réexpulse des réfugiés qui ont été expulsés en 1948. Je suis au point où je regrette d'avoir étudié le droit. Parce qu'on parle de droit international, mais à quoi ça sert aujourd'hui le droit international? À rien du tout, à justifier ce que fait Israël. Le droit à se défendre, le droit de réexpulser les Palestiniens, le droit de continuer à coloniser le territoire. Mais quoi encore? Je vous jure que... Et en même temps, tout le monde a pu voir à quel point cette attaque-là avait été d'une infinie violence, y compris même par rapport aux précédentes. Est-ce que ça change rien, en fait, la puissance de l'attaque du Hamas cette fois-là et l'extrême violence de cette attaque-là? Cette attaque ne peut pas être étudiée sans prendre en considération le reste. Tout de suite, je vous dis, moi personnellement, je suis contre toute violence, quelle que soit sa source et quelle que soit sa destination. Et on mise sur cette communauté internationale, je ne sais plus si elle existe, pour pratiquer une pression sur Israël, pousser Israël à appliquer le droit international. Maintenant, je vais vider mon sac, vous coupez après comme vous voulez, tous ceux qui s'indignent et qui condamnent, oui, d'accord, mais depuis des dizaines d'années, qu'est-ce que vous avez fait réellement pour la paix? Vous avez toujours soutenu l'agresseur colonisateur. Vous savez, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, il y a 200 Palestiniens qui ont été tués par les soldats de l'occupation et les colons. 200. Les deux poids et deux mesures qui sont pratiquées par les politiciens européens nous tuent. Amjad Chihab, est-ce qu'il y a des choses que vous retirez dans ce que vous venez d'entendre d'Anouar Abou Aïché, ou est-ce que vous dites que oui, c'est exactement ça que vous avez sur le cœur en ce moment? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. Oui. On a un sentiment de trahison, on a un sentiment qu'on s'est fait avoir, on a un sentiment qu'on était manipulé juste pour qu'il gagne de temps, et pour qu'il continue de projet de liquider la cause palestinienne. Et ils ont pris le temps de coloniser les territoires palestiniens, annexer une grande partie, détruire des maisons. Ils ont pas du tout changé leur politique depuis les accords de déclaration d'Oslo. Et ils nous ont menti. Et ils n'ont pas changé leur stratégie. Ils cherchent juste à gagner du temps pour nier l'existence de l'autre. C'est ça le problème. Le mot clé de ce problème, c'est le mot clé du tout, c'est l'occupation. Là, on a entendu Anouar Abou Aïché nous dire la communauté internationale nous tue, c'est ce qu'il dit textuellement. Là, on a bien vu que l'ONU avait prévenu de la catastrophe humanitaire. On a remis de l'eau, j'entends bien, j'imagine ce que vous allez me dire, enfin bien tardivement et de manière extrêmement difficile. On a appris il y a quelques minutes seulement que un couloir humanitaire va pouvoir ouvrir vers la bande de Gaza pour amener au moins des vivres. Est-ce que vous avez le sentiment que la bataille de l'opinion internationale est réellement perdue pour vous les Palestiniens? Moi j'ai plutôt un sentiment inverse au fond, et qu'on entend aujourd'hui cette communauté internationale dire attention, la bande de Gaza, attention à la crise humanitaire. On l'entend ça? Oui, le problème c'est pas question de crise humanitaire. Le problème c'est de stopper cette sauvagerie, stopper ces crimes contre l'humanité. C'est considéré selon le droit international considéré comme un crime de guerre. On a 800 résolutions de l'Assemblée nationale, aucune résolution n'a été appliquée sur Israël. On a 30 résolutions de Conseil de sécurité qui ont un caractère obligatoire
et aucune de ces résolutions était appliquée. On a de droits. Nous, on croyait des valeurs européennes et des valeurs de l'Occident. On voit que l'Occident aujourd'hui, il fait la guerre contre sa propre valeur, et on voit il y a un racisme entre si on est arabe et ça change, on ne traite pas la même chose. Si on était ukrainien, c'est autre chose. Et ils ont déclaré quand Poutine il a coupé l'eau et l'électricité, ils ont considéré ça comme un acte barbare. Ça, c'est la déclaration du secrétaire général des Affaires étrangères Blinken, le même qui couvre un crime contre l'humanité aujourd'hui. La même comparaison, si on compare, on voit une hypocrisie, on voit une crise moi, morale exacte. Et j'ai quand même envie, Amjad Chihab, de vous poser la même question que celle que j'ai posée à l'instant à notre Palestinien d'Hébron. Est-ce que la violence de cette attaque-là, est-ce que l'extrême sauvagerie de cette attaque-là, est-ce que les femmes, les enfants, est-ce que les civils à l'intérieur des kibboutz, est-ce que le degré de violence, ça ne change rien? Mais je vois pas exactement, je comprends pas la façon que les médias occidentaux gèrent. On regarde 48, et il y avait des massacres contre les Palestiniens avoués par ses propres acteurs. Ils ont passé à la télé israélienne, ils ont avoué qu'ils ont violé des Palestiniens, ils ont exterminé des familles, ils ont effacé 550 villages. Mais vous savez pourquoi? La communauté internationale n'a pas bougé. Aujourd'hui, je demande, parce qu'il y a beaucoup de fabrication de mensonges sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Nous, on est d'accord de faire une commission d'enquête, mais il faut qu'il y ait un équilibre dans 75 ans des crimes contre l'humanité, se base sur les Palestiniens. Le sang des Palestiniens n'est pas moins important que le sang d'un juif. Je vous pose la question parce que ce que j'ai en tête, c'est savoir est-ce que vous avez le sentiment quand même est-ce que le Hamas vous tire une balle dans le pied? C'est ça que je voulais vous demander. Est-ce qu'il vous ramène tous collectivement à un statut palestinien égal terroriste après une attaque de ce genre-là, sans faire plus de distinction? Est-ce que vous ne vous dites pas il joue contre nous en fait au Hamas en ce moment? Et moi je parle clairement. Non, peut-être. Et sur certains points, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, le mouvement de Hamas, c'est pas un mouvement qui a gagné les élections de 2006. Il a gagné la majorité de sièges. Le Hamas aujourd'hui incarne la dignité des Palestiniens, incarne le défi contre l'occupation, incarne un mouvement qui dit non à l'occupation, qui dit non à l'agression sur les lieux saints. Et on voit le mouvement de Hamas différemment. Et là, quand on regarde, si on regarde exactement la quantité de mensonges qui étaient dites sur l'attaque de 7 octobre, moi je vous l'ai dit, ils ont contrôlé 15 casernes militaires, on parle pas du tout de ça. Et ils ont battu l'armée israélienne. Frédéric, on parle plus de ça. On change la direction pour voler. Ils cherchent à arracher la conception d'humanité, de légitimité de la résistance qui est prouvée par le droit international. J'aurais une question. Oui. Au-delà de cette attaque contre beaucoup de civils israéliens, de ces attaques sauvages, on l'a dit, de ces massacres, c'est une attaque claire, et aussi contre des soldats d'ailleurs, c'est une attaque claire contre Israël, mais finalement, est-ce que le Hamas n'est pas en train indirectement d'attaquer l'autorité palestinienne pour dire c'est nous les plus forts, c'est nous les champions, et est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de gagner les esprits des Palestiniens pour devenir l'unique représentant du peuple palestinien, mais avec cette image tout de même très abîmé dans une partie de l'opinion publique, vu ce qui s'est passé le 7 octobre. Non, le 7 octobre, je vous le dis clairement, est considéré du point de vue des Palestiniens et du monde arabe et beaucoup dans le monde, c'est une petite groupe qui a réussi à humilier l'armée qui se présente comme l'armée le plus fort au Proche-Orient. Et tout le monde voit cette image. Même une grande partie du mouvement de Fatah,
de hauts responsables, ils ont félicité cette opération. Comment des gens avec des moyens modestes, ils ont battu la technologie moderne, comment ils ont réussi à passer de l'autre côté. Et les témoignages, moi je l'ai dit juste parce qu'il faut qu'on soit correct. Les témoignages des prisonniers, certains prisonniers, certaines familles, et qu'ils ont eu de contact direct avec le combattant de Hamas, il faut qu'ils passent à la télé israélienne, mais ils passent pas à la télé occidentale. Je trouve que la meilleure solution, je le répète, et il faut faire des commissions d'enquête, comme ils ont fait des commissions d'enquête sur les crimes israéliens, et surtout les rapports de Goldstone, qui accuse, et Goldstone, c'est un d'origine juive, il a accusé l'État d'Israël de crimes de guerre, et personne bouge, personne fait quelque chose, et là, aujourd'hui, il faut arrêter cette guerre. Arrêter le massacre des civils. C'est ça qui est l'objectif. C'est pas de parler de l'opération de 7 octobre. Alors qui reste quand même une opération, qui est une grosse opération, pardon de le dire comme ça, Amjad Chihab, et c'est compliqué d'arrêter de parler du 7 octobre au moment où nous sommes dans ces deux parties de ce pays. Je voudrais qu'on retourne à Hébron, voir Anouar Abou Eiché. La particularité d'Hébron, vous le savez bien mieux que moi, c'est que la ville est cernée par les colonies. Il y en a aussi à l'intérieur de la ville. C'est un gruyère de labyrinthes et de barrages, et pourtant cet ancien ministre a de vrais espoirs. Et vous allez l'entendre, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Laissez-le nous emmener. Voilà. Regardez. Donc là, on est sur une petite hauteur et on voit Hébron qui est juste en bas. On est là dans une zone assez délabrée, Anouar, on va le dire comme absolument, ça. Absolument, oui, parce que c'est abandonné. Alors, vous voyez le bâtiment à tuiles rouges là-bas. Ouais. Eh bien, c'était une école pour les enfants des réfugiés qui ont été expulsés en 1948. À gauche, là-bas, c'était mon école primaire, on va le voir de plus près. Et donc là-bas, il y a la rue de Martyrs où vous étiez en fait. Toute cette partie qu'on voit sur presque 3 kilomètres, c'est totalement interdit aux Palestiniens. Après, moi je suis très étonnée de ce que vous nous avez dit tout à l'heure en disant que vous avez cru jusqu'à assez récemment aux accords d'Oslo. Ah, moi j'ai cru que le train de la paix est bien parti et que rien ne l'arrêtera. Moi je crois qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui veulent la paix, surtout le mouvement de la paix. Malheureusement maintenant que l'extrême droite est arrivée au pouvoir, et même la droite qui est arrivée au pouvoir, il les a anéantis. Parce que le problème, c'est que les Israéliens ne nous connaissent pas, et que les Palestiniens ne connaissent pas vraiment la société israélienne. On est séparés. Il y a le mur. On ne se connaît pas. C'est pour ça que je fais partie, moi, d'un comité de dialogue avec la société civile israélienne. Je suis mandaté de parler aux Israéliens au nom de l'OLP. J'allais vous emmener, Anouar. Vous avez parlé aux Israéliens que vous connaissez, puisque vous appartenez effectivement à ce comité on n'a pas eu le temps. Depuis samedi, non, on n'a pas eu le temps. D'ailleurs, depuis quelques années, depuis que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, tout est gelé. Est-ce que vous diriez que vous avez lié des amitiés dans ce comité, ou c'est vraiment des relations de J'ai des amitiés de longue date, ouais. Mais plutôt des connaissances, oui. Ouais. Donc ça veut dire que là, par exemple, vous n'avez pas échangé de SMS les uns les autres du tout? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. On est tous sous le choc. Mais il est vivant, ce comité. Il existe encore. Il est mort de facto, mais sur le papier, ça existe. Ouais. Et puis maintenant, surtout, si tu parles de paix avec l'homme de la rue, tu es un traître. Là, ces jours-ci, d'ailleurs, ça m'est arrivé de publier un post sur Facebook dans un sens de paix, c'était vraiment presque rien du tout. J'ai été très attaqué, tout le monde me disait, c'est pas le moment. Je crois que chez les Israéliens, c'est la même chose. Voilà. Amjad Chihab, si tu parles de la paix, tu es un traître, dit-il. Enfin, ça dit que personne ne veut désamorcer la guerre. Ouais, si vous croyez qu'il y a possible de faire la paix avec les nazistes, les Allemands nazistes de Hitler, oui. Si vous croyez que ce gens-là, ils échappent d'être punis, il faut qu'ils passent au tribunal, il faut qu'ils leur jugent de leurs crimes, de leur idéologie raciste. Quand on regarde comment les écoles poussent et les synagogues avec une idéologie de tuer les Arabes, quand on regarde directement sans couverture, les colons attaquent les maisons, ils tuent les gens sans être arrêtés ni jugés. C'est ça le véritable choc pour nous.
Donc ça veut dire on n'arrête pas cette guerre, ça veut dire qu'on continue, ça veut dire que puisqu'il faut une confrontation qui sera une confrontation frontale et qui sera cette fois d'une extrême violence, allons-y. C'est ça que j'entends en fait. Ils utilisent leurs machines, les nazis ils ont utilisé leurs machines, mais à la fin ils vont perdre. Nous on n'a rien à perdre, et l'histoire écrit. Il va écrire qu'on a lutté pour notre liberté. Vous croyez que vous n'avez rien à perdre? On n'a rien, il reste rien. Ils nous a volé la terre, ils nous a volé même l'image, ils volaient même dans leur conception qu'on est des êtres humains. On nous traite comme d'autres races. Qui doivent pas exister sur la terre. Frédéric. Je trouve c'est pire que le régime de Hitler, le nazisme. Nous, on est en train... Cette bataille des mots-là, non, c'est le terminologie. Celui qui prononcera les mots les plus forts et les plus choquants aussi. Ça, je le sens. Il nous a menti. Frédéric Metteso. Ce que je trouve très étonnant et très décourageant d'une certaine façon, et je voulais avoir votre avis, c'est qu'il y a 30 ans, les accords d'Oslo, grosso modo, ils sont sabotés par les attentats suicides du Hamas et par l'extrême droite israélienne qui assassine Rabin et qui assassine des musulmans en prière à Hébron, et par Netanyahou qui laisse faire tout ça, qui est dans l'opposition et qui va aux manifestations anti-Rabin. 30 ans après, qui on retrouve? Le Hamas, l'extrême droite israélienne et Netanyahou. Ça veut dire que d'un côté comme de l'autre, on est prisonnier de deux extrêmes. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc ça veut dire que vous êtes piégés par deux extrêmes, vous, côté palestinien, et les Israéliens par leurs extrêmes aussi de leur côté. On ne peut pas comparer entre victimes et agresseurs. On ne peut pas faire l'équilibre entre des gens qui ont tous les moyens d'exterminer et de battre et d'humilier et de effacer, de liquider, et que les Palestiniens qui n'ont pas les moyens. Et bande de Gaza, elle est sous embargo, 16 ans sous l'embargo, 16 ans d'humiliation, 16 ans de viols de droit international, de convention de Genève et de convention de La Haye. Ils ont même pas laissé un seul droit sans être violé. Et la communauté internationale aujourd'hui vive une crise de moralité. On a entendu véritable crise de moralité. Et ce qu'on entend effectivement, c'est personne ne veut, au point où nous en sommes aujourd'hui. Je dis même pas essayer de réconcilier. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là aujourd'hui, mais ne serait-ce que essayer de trouver un fil et d'essayer de le tirer. On va reprendre cette conversation. Il faut juger les criminels. À mon avis, on tourne la page, on pourra recommencer. Sans juger les criminels, on peut rien faire. Allez, puisque nous sommes ici dans cette partie palestinienne de ce 18-20, je voudrais qu'on aille à Ramallah avec vous, William Delesseux, que je salue à nouveau. Vous étiez là tout à l'heure en première heure. Vous étiez hier avec des Gazaouis qui sont bloqués dans les territoires palestiniens. C'est là que vous avez rencontré ces gens qui travaillent en Israël habituellement, qui n'ont pas pu rentrer. Ils sont 650 et cherchent à avoir des nouvelles. Oui, et parmi ces ouvriers qui sont hébergés dans des abris de fortune, il y a Omar. Il tente de joindre sa famille prisonnière de Gaza et il tombe à chaque fois sur le même message d'erreur. Je vais vous montrer combien de fois j'appelle. J'ai envoyé des messages, j'essaye de leur parler, mais le réseau n'est pas bon. La connexion est très difficile. J'ai essayé d'appeler 20 fois pour arriver une fois seulement à les joindre. Une cigarette dans une main, son téléphone dans l'autre. Il parvient finalement à communiquer avec sa famille quelques secondes. Comment ça va? Vous allez bien? Je vous rappellerai dès que je peux. Et la liaison est coupée. Juste à côté, Adram parvient à entendre son épouse. Elle a dû fuir au sud de la bande de Gaza. C'est l'horreur où nous vivons. On peut mourir. Nous ne pouvons pas rester. On est déplacés. Tu es sorti aujourd'hui? Comment est la maison? Il y a du monde? Il y a l'électricité? Il y a du réseau? Quelqu'un est parti chercher de l'eau. Tu es inquiète? Alors, à Gaza, il n'y a pas de futur. Nous passons notre temps à bâtir ou rebâtir nos maisons pour qu'elles soient démolies ensuite. Nous voulons la paix. À chaque fois qu'on se reconstruit, ils nous renvoient des années en arrière. Pas question de nommer ni Israël ni le Hamas, qu'importe la situation, chacun veut passer la frontière de Gaza, assure Mohamed.
Personne ne peut imaginer ce que nous ressentons. Tout le monde a l'air de ne pas s'en préoccuper. Je vais vous dire, tous les ouvriers qui sont ici veulent retourner à Gaza. Je veux mourir là-bas avec ma famille plutôt que de dormir ici. Et ces Gazaouis, Fabienne, sont au moins 5000 d'après les Nations Unies, bloqués côté israélien sans pouvoir aider leurs proches. William Delesseux, merci beaucoup. Amjad Chihab, j'ai entendu tout ce que vous nous avez dit précédemment. Donc ça veut dire que vous comprenez, vous, qu'on préfère mourir sous les bombes que de rester à Ramallah ? C'est pas mourir sur le bombe. Qu'est-ce que voulaient qu'ils fassent, ce gens-là? Ils quittent leur territoire encore, un autre Nakba, ils restent dans le camp de réfugiés encore 75 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont comme alternative? Mais c'est quoi l'alternative? Là, en l'occurrence... C'est quoi, l'humiliation? Qu'est-ce qu'ils font? Les nations se battent pour leur dignité, leur liberté, et sont prêts à sacrifier en lutte pour avoir la liberté. C'est ça que nous a enseigné en France. En France? En France, la guerre de Verdun. Ça coûtait combien de soldats français pour protéger une petite ville? Imaginez, nous, on lutte pour notre avenir, l'avenir de nos enfants, la liberté, la dignité. On voulait vivre comme des êtres humains. On n'est pas d'esclaves chez les Israéliens. Frédéric. On est des êtres humains. Frédéric, allez-y. Oui, j'avais une question sur la responsabilité. Vous avez, depuis le début de l'heure d'entretien, évoqué la responsabilité d'Israël. L'autorité palestinienne dans tout ça, celle qui gère les villes d'Hébron où on était, la ville de Ramallah où William a rencontré ces Gazaouis bloqués, qu'est-ce qu'elle a fait, l'autorité palestinienne? Elle a eu des crédits internationaux, elle a eu un processus électoral? Voilà, c'est tout à fait comme ils ont fait les Allemands avec le régime Vichy. Les forces d'occupation soutiennent un système corrompu, clientélisme. Moi, je parle avec beaucoup de responsables européens. Je leur ai demandé de soutenir des Palestiniens indépendants à la place de soutenir un système. Vous savez très bien que ce système ne va fonctionner pas juste, et l'autorité est devenue un outil entre les mains des Israéliens juste pour des intérêts politiques, intérêts économiques et intérêts sécuritaires. Amjad Chihab, vous savez vous aussi, j'imagine que s'il n'y a pas de règlement politique, il n'y aura pas de règlement tout court. Il faudra bien passer par un règlement politique. Donc je vous entends. Ça veut dire que c'est le droit international. Voilà, tout ce qu'on demande, on demande l'application du droit international. Mais même chez vous, Amjad Chihab, ça veut dire que ce sera pas l'autorité palestinienne. Ça veut dire que ce sera qui? Est-ce qu'il faut... On voulait avoir des élections et les Européens n'aident pas. On leur a demandé de faire des pressions sur l'autorité pour qu'elle fasse des élections libres, légitimes. C'est le comité international et les Américains ne veulent pas que l'autorité fasse des élections parce qu'ils ont peur que leurs hommes corrompus disparaissent de la scène. Ils voulaient avoir un système qui aide et qui sert l'occupation. Mais où est la nouvelle génération de Palestiniens qui aurait pu émerger et pour remplacer potentiellement Mahmoud Abbas, pour créer peut-être un autre mouvement, pour changer autre chose? Pourquoi vous protestez pas contre les arrestations des intellectuels palestiniens par l'autorité palestinienne? On n'entend pas parler l'Europe faire ça, les violations de droits quand le comité international quand l'autorité a annulé et bloqué et fermé. J'y étais en reportage et j'ai décrit toutes ces choses-là. J'ai entendu ce que vous avez dit. Pourquoi vous continuez de soutenir l'autorité? J'ai entendu, mais ma question c'était comment n'a pas émergé tout ce temps-là? Vous l'avez dit, il n'y a pas eu d'élection depuis 18 ans. Comment n'a pas émergé depuis tout ce temps-là une nouvelle génération de dirigeants palestiniens qui pouvaient prendre la main et qui n'a pas pris la main? Parce qu'ils ont créé un système qui serve juste les Israéliens, l'occupation. Et soutenir par le comité international, soutenir par les Américains. Et ils profitent, ils prennent les Palestiniens comme en otage pour servir à notre stratégie. Moi, je l'ai dit exactement. Moi, j'étais à la tête d'une liste électorale indépendante. Elle s'appelle La dignité et la liberté. Ils ont assassiné Nizar Banat et même son droit d'avoir un procès équitable n'a pas a eu lieu.
et soutenir l'autorité, elle est soutenue par Israël, par les Américains, financée. Amjad Chiaf, j'entends aussi, j'allais vous poser une question, j'allais vous demander si, à terme, il faudra redonner l'autorité à l'autorité palestinienne dans Gaza. Après, j'ai entendu votre réponse, je crois que vous n'avez pas besoin de répondre, on a compris où vous vous situez. Il y a un système de liquidation de la cause palestinienne, on le voit. Et la communauté internationale, elle est impliquée de réduire, juste une dernière phrase, de réduire la cause palestinienne d'une cause de haute détermination d'un peuple à une cause humanitaire. Ça, c'est catastrophique. Ça finira jamais. Ça finira jamais parce qu'il y a une mauvaise foi. Ça finira jamais. Je pense que ça reste un mot-clé aussi. Retour à Hébron, si vous le voulez bien, pour le dernier épisode avec Anorabou Aïché. Et vous allez voir, vous serez pas d'accord avec ce qu'il dit, évidemment, parce qu'il parle lui aussi de l'autorité palestinienne. Tout est fermé, oui, tout est fermé. Ça fait peur, hein. Si on était passé ici il y a 10 jours, ce serait tout ouvert. Il y aurait plein de monde. Il y aurait plein de monde, oui. Vous allez voir à l'intérieur, là. Vous savez ce qui m'interroge, moi, Noir, vous disiez tout à l'heure que un dialogue avec les Israéliens sera impossible tant que l'extrême droite est au pouvoir. Oui. Tant que l'extrême droite est au pouvoir, tant qu'ils ont ce gouvernement. Oui. Est-ce que côté palestinien, il faut aussi que vous trouviez celui qui sera capable de mener ce dialogue-là? Est-ce que on ne peut pas avoir mieux que l'autorité actuelle. Et on ne peut pas avoir mieux que Mahmoud Abbas pour faire ça? Actuellement, oui. Le problème n'est pas chez nous, hein. Au contraire, Mahmoud Abbas et tous les responsables palestiniens réclament des négociations basées sur le droit international, hein, à tout bout de champ, à tous ceux qui veulent entendre. Après, Mahmoud Abbas, c'est un monsieur de 88 ans. Le renouvellement générationnel de l'autorité palestinienne, il n'a pas eu lieu ces dernières années. Nulle part. Hein. Netanyahou, nous l'avons depuis 30 ans. Il faut un renouvellement de mentalité, de choix politique. C'est Israël qui ne veut pas négocier. C'est Israël qui refuse tout. Il refuse de reconnaître l'existence du peuple palestinien. Qu'est-ce que vous voulez? Salam alaikum. Alors ici, regardez ici. Oh. Vous voyez donc, ça c'est un cousin qui habite à l'intérieur de la colonie de Tal el-Meda. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont subi? C'est dans toute notre vie quotidienne, l'histoire d'eau aussi. Moi j'ai l'eau dans mon robinet une fois par mois. Hein. Ben, personne n'a dénoncé ça, mais le colon à côté, il a tout le temps de l'eau. Vous voyez, peut-être c'est des petites choses, mais cumulant ça, vous voyez la frustration qui peut être créée. C'est ce que nous vivions quand on me parle de cette attaque de samedi il y a une semaine. Mais si on ne sait pas que tout ce qui se passait, ça peut créer des violences. Ça peut créer des violences de toutes sortes. Vous n'êtes pas d'accord, évidemment, sur la solution et l'autorité palestinienne. Vous êtes d'accord sur le constat, j'imagine. Non, je suis d'accord sur la solution d'appliquer le droit international, mais je ne suis pas d'accord sur laisser un système qui n'est pas efficace, un système qui manque d'expérience, un mec qui est vieux. Mais ce qu'il dit, il incarne un vieux garde. On a besoin de la jeunesse. Justement, là-dessus vous êtes d'accord. Renouvellement des choix politiques, changement de mentalité. Et pardon de vous reposer la question, ce serait la dernière parce qu'on arrive à l'issue de cette émission. Mais où est la jeune garde? Comment se fait-il que les Palestiniens n'aient pas réussi à pousser pour sortir effectivement cette autorité que vous décriez tellement et que vous jugez corrompue? Je vous dis clairement, moi j'étais proche, j'étais conseiller, et je connais le système exact. Le système exact, ce qui se passe, c'est pas professionnel, pas du tout. La jeunesse, ils sont écartés, et quand on nomme un fonctionnaire, on nomme un fonctionnaire par rapport à son appartenance politique. J'ai entendu. Et tout à fait, il manque de professionnalisme, il manque des systèmes efficaces. Toutes les institutions palestiniennes maintenant ne fonctionnent pas parce que l'autorité, il l'a dit, Saeb Erekat, avant sa disparition, il a dit que le vrai gouverneur, c'est pas Abu Mazen, c'est le colonel qui se trouve à Beth-Il. C'est lui qui gère tout. On a un système qui travaille
pour le compte de l'occupation. Il nous reste à peine quelques secondes. C'est vous qui allez conclure là-dessus, Frédéric Mettezo, parce qu'on nous a entendu en première heure que les problèmes politiques en Israël étaient tout aussi mêlés à cette guerre. On entend ici jusqu'à quel point ils le sont aussi du côté palestinien. Vous disiez désespérant tout à l'heure. Moi, j'ai envie de dire que oui, c'est un peu là qu'on finit cette émission, non? Je suis parti de Jérusalem il y a de ça 3 mois. Je pensais qu'il y aurait des grosses difficultés au sein de la société israélienne. Il y en a. Des grosses difficultés au sein de la société palestinienne. Il y en a. Ce que je pensais pas, c'est que ces deux sociétés allaient se percuter avec une telle violence, la violence qu'on a vue le 7 octobre, les violences qu'on voit maintenant à Gaza, c'est réellement un cocktail totalement explosif. Et on y reviendra forcément, il y en aura d'autres, des émissions spéciales sur ce sujet, d'autres j'espère ici à Jérusalem. Je voudrais remercier extrêmement chaleureusement nos invités qui sont venus au cours de ces 2 heures, Marc Garvenès, qui s'occupe de la technique. Ça a été tellement compliqué aujourd'hui. Bravo à vous. Philippe Lefébure était le rédacteur en chef. C'est Amélie Stadelman qui s'occupe de la programmation. Merci vraiment à tous. À très bientôt.